Bonsoir à tous, c'est parti pour le Super Monday. C'est le rendez-vous des amoureux du foot italien, des amoureux du basket français aussi. On est en clair, c'est gratuit, on est sur DAZN, on est sur X et on est sur YouTube. Vous n'avez pas d'excuses, je vous présente tout de suite le casting du soir. Monsieur Samuel Umtiti. Bonsoir. Ça va? Ça va. Le sourire, la pêche. Ouais, mon teint, oh, wow. Beau gosse un peu, ça fait plaisir. On essaie, on essaie. On a une super maquilleuse. Jérémy Ménez. Alors, comment ça va? Prêt à mettre l'ambiance? Toujours? Toujours. Toujours, c'est important. C'est important, c'est vrai. Adrien Couroul, notre commentateur préféré. Bah ouais, prêt à mettre le feu à X et YouTube du coup. Bah voilà, Lazio Cagliari, ce sera à suivre en clair sur DAZN à 20h45 d'abord. C'est Sassuolo qui reçoit le Genoa en ce moment même et c'est un ancien Marseillais qui a ouvert le score. Malinovski, ne vous inquiétez pas, on vous montre toutes les images. Dès le coup de sifflet final, on verra le résumé et on en parlera tous ensemble. Ça vous va? Ouais, il est beau le but, hein. Il est très très beau. Il est très beau, on le verra. De frappe de loin quand même. Ouais, c'est spécialiste, ouais. Spécialiste. À Marseille, il en avait mis un comme ça. Très beau. Ouais. Malheureusement, on ne peut pas le montrer celui-là, mais on va revoir celui-là par contre. Allez, au programme de ce Super Monday, l'affiche du week-end, bien sûr. Milan qui a remporté son duel face à la Roma. Beaucoup d'occasions, un Mike Maignan infranchissable. On a deux anciens joueurs de chaque équipe en plateau. On va bien analyser cette rencontre. On verra aussi les résultats de Serie A avec la première victoire de Spalletti sur le banc de la Juve. Naples qui fait du surplace, l'Inter qui grappille derrière le leader. Qu'un seul point d'écart. On s'arrêtera un peu sur l'Atalanta, prochain adversaire de Marseille en Ligue des Champions. Le club italien n'a plus gagné depuis 6 matchs, toutes compétitions confondues. 5 nuls, puis défaite contre l'Udinese samedi. On verra les images, on verra aussi ce qu'il s'est passé ce week-end en Betclic Elite. Semaine noire pour l'Asvel. À l'inverse, Paris a tout gagné. Chloé Vestelin sera avec nous pour en parler. Pape Philippe Amagou va nous rejoindre aussi. On démarre par le duel, le choc, la grosse affiche du week-end. L'AC Milan recevait la Roma et il y a eu de tout. Des occasions, de la colère, de l'intensité, un pénalty arrêté. On voit tout cela avec Sacha Zielinski. Cette saison à San Siro, rêvé et de nouveau autorisé. Parler d'un 20e Scudetto pour le Milan est sans doute prématuré, mais les rossoneri ont une nouvelle fois prouvé qu'ils étaient bien de retour au sommet. Siamo sul percorso che stiamo facendo dall'inizio della stagione. Quando c'è le partite così tosti e giochiamo insieme possiamo solo fare un risultato positivo. La joie des Milanais se mesure à l'adversité. La Roma a retrouvé de l'appétit et de l'ambition en ce début de saison et se présente à San Siro avec 5 victoires sur les 6 derniers matchs de Serie A. Face à des Milanais invaincus depuis la première journée, la Louve montre vite l'écrou. Al-Nainaoui qui peut le récupérer ce ballon, la transmission pour Cristante, la frappe de Cristante qui choue au pied du poteau de Mike Maignan. 54 secondes de jeu et déjà une première opportunité quand on vous dit que cela va être une soirée bouillonnante. Les assauts se multiplient contre des Milanais bien timides qui n'ont comme seul remède à l'ascension l'imprécision de leurs adversaires. La tête d'Evan Dika fuit de peu le cadre, tout comme l'extérieur de Paolo Dybala. Dybala, la frappe! C'est passé juste à côté. Encore une énorme occasion pour la Roma. Attention à ne pas les regretter. Le présage se confirme 20 minutes plus tard sur la première occasion des Milanais. Avec Soleimakers pour Raphaël Leao. Raphaël Leao, le débordement, la vitesse de Raphaël Leao. Un Milan à l'envers qui se remet à l'endroit. C'est ça aussi les grandes équipes. Savoir souffrir et savoir piquer. Le défenseur serbe Pavlovic, qui est devenu père cette semaine, se mue en avant-centre et ouvre le score contre le cours du jeu. I'm lucky that I have missed. To be honest, during this run, I was thinking about what he said to me. When Rafa runs, you try to create space and then attack the ball, and I did the same. So, yeah, today was really good. Dès lors, les Milanais sont transformés. Le couloir gauche est la source de tous les dangers. Raphaël Leao lance Barthézaghi en profondeur. Et dans la surface, il y a cette fois-ci un milieu français. Et Youssouf Fofana ne cadre pas. La physionomie de la rencontre a complètement changé. Le début de seconde période le confirme. Ricci amorce un premier frisson. 3 minutes plus tard, l'ouverture de Fofana est millimétrée.
Ça, les makers trouvent Raphaël Leao, dont l'inspiration se heurte au superbe réflexe du Svillar. C'est un vrai beau match de football, une vraie affiche, un vrai choc, avec des occasions dans tous les sens. Le portier serbe est ensuite sauvé par son poteau. La déviation un peu improvisée d'Nkunku est tout proche d'offrir le break aux Milanais qui accumulent les occasions. Bartezaghi, le rebond et derrière le sauvetage, Raphaël Leao, quel sauvetage incroyable! Les rôles se sont inversés, mais la seconde période est un copier-coller de la précédente. L'équipe qui domine manque de réussite. L'adversaire acculé peut encore piquer. Le coup franc de Pellegrini est repoussé par le mur, plus précisément la main de Youssouf Fofana. Penalty logiquement accordé à la Roma. Dybala se présente face à un Mike Maignan qui prend tout son temps. Oh, Mike Maignan énorme, le français, décisif sur ce penalty pourtant bien tiré. Oui, mais Magic Mike est entré en piste. Un momento decisivo per la squadra. I miei compagni avevano fiducia su di me e sono molto contento per la squadra. Le capitaine met la Roma et Gasperini à genoux, d'autant que sur le penalty, Paolo Dybala se blesse façon Kevin De Bruyne. L'Argentin touché aux ischio est immédiatement remplacé. Mi spiace perché Dybala stava facendo una serie di partite veramente da grande giocatore qual è e questa è la perdita più grossa di questa serie. Dans les dernières minutes, Massimiliano Allegri harangue ses troupes avec un style dont il a le secret. Ces joueurs tiennent leur 6e succès de la saison et retrouvent le podium du championnat. Avec des soirées comme celle-là, difficile de ne pas faire du Milan un vrai candidat. Adrien, tu as eu la chance de commenter la rencontre. Est-ce que ce n'est pas l'un des plus beaux matchs de cette saison ? Bah si, clairement un match de fou, on l'a vu au niveau des statistiques parce qu'il y a eu énormément d'occasions dans cette partie, il y a eu 37 frappes, 37 tirs, 37 occasions, 20 pour la Roma, 17 pour l'AC Milan, mais on le voit, les statistiques encore une fois, les expected goals, la possession qui était en faveur de la Roma montre que c'était un match très très engagé, on s'est vraiment régalé. Sam, je te vois acquiescer. Non, c'est vrai, c'était un match avec de l'intensité, des occasions. C'est vrai qu'on parlait de l'équipe de l'AS Roma qui avait du mal à marquer, et c'est ce qui s'est passé encore sur ce match, mais il se crée énormément d'occasions, mais je pense qu'il leur manque un joueur pour finir les actions, et on voit ce Milan encore qui répond présent face à une équipe du top 6, comme ils le font régulièrement, donc ils continuent sur leur lancée. Jérémy, t'en as eu pour ton argent ? Ouais, non, j'en ai eu pour mon argent, et c'est vrai que des fois, quand tu as deux grosses équipes, c'est vrai que des fois l'enjeu peut prendre le dessus sur le jeu justement. Et hier ça n'a pas été le cas, c'était vraiment un beau match. Maintenant je pense que la Roma peut rougir un peu de ce résultat parce que la Roma a fait quand même une grande majorité de la partie avec le ballon et s'est créé pas mal d'occasions. À la finale, ils repartent du stade avec 0 points, donc c'est assez rageant pour eux, je trouve. T'étais pour qui ? J'étais pour les deux équipes. J'étais pour les deux équipes. Non, j'étais pour les deux équipes. Non, vraiment pas, parce que j'ai de bons rapports avec les deux clubs. Et honnêtement, non, j'étais pour avoir un grand match, ça a été le cas. Donc j'ai été content de voir ce très beau match hier soir, en tout cas. Ouais. Est-ce que vous voyez Milan comme un outsider ou comme un favori ? Je vous pose la question parce qu'ils ont fini 8e la saison passée. Et là, c'est encore un gros choc remporté face à un top 6. Ouais, effectivement, quand on voit Milan face au top 6 cette saison, ils ont déjà joué 4 matchs. À la différence, par exemple, de la Roma qui n'avait joué que contre l'Inter et Milan ce soir, ils n'ont pas perdu un seul match. Victoire face à Bologne, victoire face à Naples, le match nul à Turin, la victoire face à la Roma. Il n'y a plus que l'Inter, finalement, qu'ils affronteront mi-novembre. Mais ça montre quand même que cette équipe de l'AC Milan, elle est vraiment présente dans les grands rendez-vous, dans les chocs. Elle prend les points là où il faut les prendre. C'est impressionnant, là. Franchement, ils se dégagent en favoris après cette série-là. Ouais, c'est sûr qu'ils sont favoris. Et puis quand on regarde même le match d'hier, où c'est un match où le Milan ne doit pas forcément peut-être repartir avec un point du match. Et au final, ils en prennent 3. Ils sont quand même costauds. Ils arrivent à faire le dos rond. Et puis après, quand tu as Leao qui est en grande forme aussi, sur des contre-attaques ou quoi, ils sont capables de mettre des buts à n'importe quel moment. Donc plus Rabiot qui va revenir, leurs blessés qui vont revenir aussi. Et Pulisic. Donc non, ça va être super intéressant de voir comment le Milan
poursuit cette avance qu'ils ont et le jeu qu'ils sont en train de produire aussi. Samuel, on est obligé de parler de Mike Maignan, le GOAT défensif, j'ai envie de dire, parce que certes, il a fait beaucoup d'arrêts, mais c'est surtout le penalty qu'on retient. Oui, c'est le penalty. Après, on connaît Mike qui est très très bon là-dessus. Déjà, il prend énormément de place. Il anticipe très très bien. Et on le voit là, même si je pense que Dybala a tiré très très fort. Il a très bien anticipé. Il peut pas faire mieux. Après, Mike, je pense qu'à une certaine période, il était moins bien. Et ça lui tenait à cœur aussi de revenir, d'avoir cette régularité. Et depuis plusieurs mois maintenant, il a cette régularité. Et ça devient... Et c'est une personne très importante pour cette équipe. Il leur fait énormément de bien. Tenez les joueurs, Jérémy, est-ce que les pénaux, c'est de la loterie? Ah ben oui, la question comme ça. C'est la question qui tue, quoi. Franchement, c'est dur à expliquer. Après, quand pour toi, quand tu es un tireur de penalty, il faut essayer de tirer fort, choisir un côté. Et après, si le gardien arrive à l'avoir, c'est qu'il a été bon aussi. Donc, c'est de la loterie. Non, il faut choisir un bon côté. Après, il y a des gardiens qui sont bons. Il faut aussi donner le mérite au gardien quand il fait un bel arrêt. Il y a des gardiens qui arrivent à rentrer dans ta tête. Quand tu te présentes face à un Mike Maignan, là on le voit, les bras tendus devant Paulo Dybala. Toi, ça pouvait te déstabiliser au moment de tirer un péno? Moi, c'était pas forcément le gardien, c'était plus l'enjeu du match, on va dire. Après, le gardien, non, parce qu'il faut choisir un côté. Et puis, comme je l'ai dit juste avant, s'il choisit le bon, tant mieux. Mais non, moi, c'était plus l'enjeu du match où si tu es dans une finale, tu es le 5e tireur, tu sens que ça pousse un peu plus que d'habitude. Donc, non, c'est plus l'enjeu du match. Les copains, la question ActuFoot. Est-ce que Mike Maignan est le meilleur gardien au monde sur penalty? Je spoil, le oui l'emporte largement sur les réseaux sociaux. Maintenant, je veux vos avis à vous. Sam? Je pense qu'il fait partie des 2-3 gardiens très difficiles à battre sur penalty. Ce serait qui les deux autres? Les deux autres, très bonne question. Je pense que... Ton top 3. Ah, top 3. Mais après, c'est compliqué. C'est qu'à certains moments, il y a des gardiens qui ont pas mal de réussite aussi. Donc, on peut parler d'une période sur 6 mois peut-être. Donc, c'est compliqué. Mais je pense qu'il y a 2-3 gardiens. Bouli, Dibu Martinez, Argentin par exemple. Peut-être aussi qui ont eu pas mal de réussite. Mais c'est compliqué d'avoir un seul gardien qui sort du lot. Je pense qu'ils travaillent pas mal aussi les gardiens maintenant sur comment anticiper. Mais encore une fois... t'as beau anticiper, mais si le joueur tire vraiment à un certain endroit très fort, à certains moments, c'est impossible. Donc, même si le gardien y va, il aura du mal. Donc, trouver un gardien qui sort du lot, j'ai du mal. Donc, je resterai sur Mike. Parlons du match de Rafael Leao, homme fort de l'attaque, Jérémy. C'est l'homme numéro 1 de cette attaque milanaise. Écoute, il monte en puissance depuis 2-3 matchs. Il revient de blessure aussi. Mais là, c'est vrai que sur ce match-là, je l'ai trouvé plus consistant. Il a touché beaucoup plus de ballons. Il a vraiment fait mal à l'adversaire. Et puis ce qui fait la différence pour le Milan sur ce match-là, c'est cette action. C'est cette action qui fait le match, qui fait la différence sur ce match-là. Et c'est Leao qui l'a fait. Donc le Milan aura besoin de ce Leao-là pour aller chercher ce titre tant attendu au Milan. Il a quoi comme qualité qu'on ne trouve pas forcément ailleurs chez d'autres joueurs? Il est percutant. Il arrive à accélérer, décélérer et repartir. Et ça, c'est pas tout le monde qui arrive à le faire. Imprévisible. Ouais, imprévisible. Et c'est vrai qu'il a retrouvé une régularité. C'est tout ce qu'on lui demandait à Leao. Vraiment, ce qu'il est capable de faire en 1 contre 1, sur la dernière passe, sur le dernier geste. Et là, sur les derniers matchs, il montre tout son talent. Ce match a quand même mis en lumière le gros problème offensif de la Roma. On l'a vu, il y a eu 20 frappes pour cette équipe romaine dans cette rencontre. Les Romains qui se procurent énormément d'occasions, notamment dans la première demi-heure de jeu, sans pour autant réussir à transformer ces occasions. On a un peu le sentiment que c'est quelque chose de récurrent. C'est une équipe qui marque pas beaucoup, Jérém, cette saison en Serie A. On a vu ces occasions manquées, on a vu la seconde période aussi, ce ballon qui circule de gauche à droite sans réussir à trouver l'espace. Sam, tout à l'heure, disait qu'il manquait quelqu'un devant, c'est ton avis aussi à la Roma? C'est un petit problème qu'on remarque depuis un petit bout de temps. C'est vrai que les deux attaquants, Ferguson et Dovbyk, n'apportent pas ce qu'on attend d'eux, des buts. Et du coup, avec un Dybala qui était aussi blessé, ça devient plus difficile pour la Roma. Mais malgré tout, ça se crée quand même pas mal d'occasions, beaucoup d'occasions. Donc ça, c'est quand même intéressant et positif. Maintenant, ces occasions, il va falloir les mettre au fond parce que... Oui, parce que des occasions sans finisseur, ça reste vain en fait. Et c'est surtout que
que c'est dommage de faire une grosse demi-heure comme ça, enfin même un match on va dire, et de se créer plein d'occasions et de ne pas les mettre au fond. C'est frustrant, c'est rageant. Et puis surtout, c'est comme si faire un gros travail et au final de ne pas finir ce travail. Donc pour eux, ça doit être rageant. Mais ça reste quand même positif pour la Roma. Tout ce qu'on voit là, c'est les 25 premières minutes. Ça qui est fou, c'est qu'il y a eu toutes ces occasions vraiment dans la première demi-heure de jeu. Après, on sent que Milan s'est un petit peu réajusté parce qu'ils étaient surpris peut-être par ce milieu à 3. Ils se réajustent et la Roma se procure beaucoup moins d'occasions en seconde période. Et là, on sent vraiment, voilà, on retrouve cette Roma, ballon qui circule en mode handball. C'est le problème. Ouais, c'est le problème et je trouve que c'est pas suffisant pour une équipe qui joue le haut du classement avec toutes ces équipes au-dessus qui marquent et qui ont des buteurs. Et au final, la Roma, tu as beau aller à gauche, à droite sur le terrain, c'est pas ça qui va te faire marquer. Il faut être dans la surface et avoir quelqu'un qui finit. Donc oui, se crée énormément d'occasions. Mais s'ils n'arrivent pas à les concrétiser, je pense qu'ils vont avoir du mal à atteindre leurs objectifs. Après avec Gasperini, c'est vrai qu'il demande un pressing assez haut et assez fort. Donc c'est énergisant pendant 30-40 minutes de presser pendant toute une mi-temps. Donc c'est vrai que des fois aussi la Roma a des petits coups de moins bien dans un match et ça peut se voir notamment sur le match contre le Milan où le Milan pendant le bon dernier quart d'heure de la première et le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, c'est là où le Milan s'est créé vraiment beaucoup d'occasions et la Roma a pu revenir un peu dans le match sur la fin, mais c'est vrai que ça demande beaucoup d'efforts aussi, ce que demande Gasperini, donc c'est pas toujours évident d'avoir une régularité sur 90 minutes. Et ça s'apprend. Et ça s'apprend. On continue en attendant Lazio, Cagliari, en clair à 20h45 sur DAZN. Dans les autres grands d'Italie, on a l'Inter qui jouait l'Hellas Vérone. Victoire difficile dans le temps additionnel. Les hommes de Kivu s'en sortent très très bien. On voit cela avec Marco Maricic. Sans Marcus Thuram, mais avec Ange Boni titulaire à la pointe de l'attaque, l'Inter peut revenir à un point du leader Naples au classement. Mais pour cela, il faut s'imposer aujourd'hui sur la pelouse de l'Hellas Vérone. Une formation qui réussit très très bien au Milanais ces dernières années. Ballon dans la surface de réparation. Et déjà la plus grosse occasion de ce match. Cette frappe de Zielinski, titulaire pour la première fois de la saison. L'extérieur il est bon pour Lautaro Martinez, la sortie de Montipo. Le gardien de l'Hellas Vérone est sorti, quel sauvetage de Victor Nelson. Quel ballon de Çalhanoğlu. Lautaro parti à la limite du hors-jeu. Et le sauvetage peu avant la ligne et il s'est fait mal, Victor Nelson. Çalhanoğlu encore pour frapper ce troisième corner de la partie. Oh, la combinaison intéressante. Quel but extraordinaire. La combinaison magique. Çalhanoğlu pour Zielinski. La reprise, elle est sublime. L'Inter récompensé de son immense début de match. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. Extraordinaire. Çalhanoğlu, Zielinski, 1-0 pour l'Inter. Et Gift Orban pour donner ce ballon à Giovanni dans la surface de réparation. L'attaquant brésilien. Il a fallu une inspiration géniale encore. Cette fois du côté de l'Hellas Vérone. C'est son premier but à l'ancien des Corinthians qui égalise pour l'Hellas Vérone. Il fallait au moins ça pour relancer ce match. Pour cette formation de l'Hellas Vérone. But magnifique encore. Et l'Hellas Vérone qui revient un partout face à l'Inter. Ah, elle est bonne, elle est intéressante cette combinaison. Le ballon n'est toujours pas sorti. Gift Orban réclame ce ballon dans la surface de réparation. Oh le poteau. Oh il a tellement été bien servi l'ancien lyonnais. Oh, cette passe, pas appuyé de Petar Sucic. Et la faute de Jan Bisek. Oh, ce sera un jaune. Oh, ce sera un jaune pour Jan Bisek. Oh, ce sera un carton jaune.
alors qu'il semble être en position de dernier défenseur. Ballon remis en jeu, 3 minutes encore dans le temps additionnel. Oh, l'Inter, c'est un miracle! C'est un miracle dans cette fin de match. À la 94e minute, l'Inter qui prend l'avantage. Confusion dans la surface de réparation. Les joueurs de l'Hellas Vérone tous au sol. Le dégagement de Yann Sommer. L'Inter s'impose dans la douleur et en souffrant dans cette seconde période. 7e succès de la saison obtenu à la 94e minute. Le malheureux Martin Frese danois, buteur contre son camp. Que c'est dur pour les joueurs de l'Hellas Vérone. On est toujours en direct sur DAZN, sur YouTube, sur X. Le match de l'Inter dans l'ensemble a été plutôt fragile, mais c'est une équipe qui prouve encore qu'elle est solide. 9 victoires sur les 10 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Et puis ce but absolument splendide ce soir qui nous a régalé. Ah, ça, l'Inter, je pense que c'est une équipe qu'il faut prendre au sérieux. Ils répondent présent, même dans la difficulté. C'est une équipe qui est constante et ils sont capables même dans la difficulté de gagner. Et regardez ce genre de but comme ça. Quel but! Je pense vraiment que l'Inter a l'un des meilleurs milieux de terrain en Italie. Au niveau technique, ce qu'ils sont capables de faire là sur une action comme celle-là, ça représente vraiment toute leur qualité. Zielinski qui était remplaçant en plus tout au long de cette saison, ancien du Napoli. Ça montre vraiment voilà, qu'ils ont des joueurs, que ce soit Susic, on en parlera juste après, ou Zielinski, qui sont capables de rentrer dans ce 11 de départ et de marquer des beaux buts. Ils ont un milieu de terrain qui est là vraiment la puissance de Mkhitaryan. C'est même son premier but avec l'Inter, il me semble, non? Tout à fait. Premier but avec l'Inter pour Zielinski. Tiens, tu évoques Susic, on va en parler avec Jérémy parce que c'est le joueur qui t'a plu, c'est le joueur que tu as retenu, c'est ton kiff, on va dire. Ouais, c'est mon petit kiff personnel, un joueur que j'ai appris à apprécier énormément, on va dire. Très fin techniquement, là on voit, il cherche toujours à mettre son coéquipier dans les meilleures conditions pour qu'il puisse frapper. Là pareil, il va bien chercher là-bas, il est toujours bien placé, il se retourne, il est tout seul. Et puis c'est un joueur qui jette pas la balle, il se débarrasse pas de la balle, il essaie toujours de trouver le coéquipier. Là pareil, il trouve le coéquipier qui a juste à frapper derrière. Là on voit pareil, on voit que techniquement, même dans la conduite de balle, c'est très propre, très fort. Il ne se débarrasse pas du ballon. On voit que même il est rapide aussi, technique. Là, malheureusement, il essaie quand même de chercher son partenaire. Bon, c'était un peu compliqué, mais on voit que c'est quelqu'un de très technique et je pense que c'est un joueur à suivre qui a mis un très beau but contre la Fiorentina cette semaine. Ouais, on va le revoir. Avant ça, on va le découvrir, Petar Susic, parce que c'est vrai qu'il peut être inconnu pour certains. Il était arrivé juste avant la Coupe du Monde des clubs en provenance du Dynamo Zagreb pour 14 millions d'euros. On peut se dire que c'est quand même une bonne affaire. 22 ans. Seulement, il est international croate, où il côtoie un certain Luka Modric. Il peut peut-être le côtoyer dans la ville de Milan. Et tu l'as dit, il a marqué son premier but avec l'Inter contre la Fiorentina. Ouais, franchement, il a aspiré l'âme du défenseur en face. On va revoir la séquence, mais il est servi devant la surface de réparation. Petar Susic, il va devoir trouver le relais, c'est intéressant. Du petit jeu. Et là, regardez, dans le vent. Hop là. Oh là là. Ça fait mal quand on est en face. Ah oui, ça fait mal. Ça t'arrive jamais, ça. Jamais taclé dans la surface, Sam. Ouais, jamais. Mais c'est vrai que des joueurs comme ça, il a de famille. En plus, il garde franchement un calme incroyable parce que quand tu es dans la surface, il faut aller super vite. Et là, il garde ce calme pour bien finir et c'est la marque des grands. Et j'aime beaucoup ce genre de joueur. Pour moi, ça, c'est le foot. Le football, quand tu arrives à être calme sur des moments, il faut aller vite. Et des joueurs intelligents aussi, bah, lui, je pense qu'il en fait partie. J'aimerais revenir sur une action qui a créé la polémique, c'est le découpage de Bissek. On va le revoir sur un joueur de l'Hellas. Et il prend carton jaune seulement. Alors pour vous, ça méritait plus? Ça, par contre, moi, j'ai jamais fait ça. Vous en pensez quoi? Moi, normalement, c'était 2 rouges, là. C'est même pas 1, 2. Hein. Après, je pense que par rapport à la trajectoire du ballon, il va dire que le ballon n'allait pas en direction du but et tout. Mais bon, je pense que si ça n'avait pas été l'Inter, il y aurait eu un rouge. Oh là là, attention à la polémique. Non, c'est la vérité. Ouais, je pense que ça, c'est... C'est assez incroyable. Ah, regarde. Ouais, ça, c'est rouge tous les jours. Ah oui. Tous les jours, ça, c'est rouge. Et
Et après, on sait très bien comment ça se passe, que dès que c'est une grande équipe, je pense que c'est arbitré différemment, on le sait tous, mais normalement, là, c'est rouge. Parce que mine de rien, cette décision, elle a pris part un peu du résultat, on va dire. Complètement, parce qu'à ce moment-là, il souffre. On ne peut jamais savoir, mais à ce moment-là, il souffrait. Hein. Mais il souffrait, c'était pas évident. Verona faisait un bon match, donc voilà. Ils s'en sortent très très bien. Ils s'en sortent très bien, ouais. Passons au leader, le Napoli qui affrontait comme belle affiche entre les deux équipes les plus joueuses de ce début de championnat. En revanche, pas de but et pas de vainqueur. Effectivement, les Napolitains qui étaient attendus parce qu'ils se sont relancés après avoir battu l'Inter et Lecce notamment et qui vont faire face à une belle adversité, cette équipe de Com, la première frappe d'un ancien Lyonnais, Sam, Maxence Cacré. Ah oui, je pense qu'il est bien placé à la retombée, mais après il manque un peu de précision et de force. Ils sont chauds, les joueurs de Com, on le rappelle, entraînés par Fabregas. Alvaro Morata, il obtient un péno, il va le tirer, il va le manquer. C'est quoi, toi, la règle, selon toi, quand on obtient un pénalty, on le tire pas Généralement, quand on obtient un pénalty, généralement, on le laisse au coéquipier. Mais bon, en tant que capitaine et grand attaquant de la sélection espagnole, il a voulu marquer son premier but de la saison, peut-être. Premier but de la saison. Malheureusement, on parlait des pénaltys tout à l'heure. Il fait partie des grands gardiens qui arrêtent les pénaltys. On en reparlera. On a vu la frappe tout à l'heure de McTominay avec cette reprise de la tête d'Anguissa. Les Napolitains qui vont pousser en revanche en seconde période. Il y a cette frappe de Gutiérrez qui va passer juste au-dessus. Ça, c'est une des grosses occasions du Napoli en seconde période. Il y en aura encore une énorme, sauvée par le gardien français. On en parlera également tout à l'heure de Com. C'est Jean Buté qui va sortir cette frappe de Politano. Lui aussi, il fait une très bonne saison. Ouais, très très bonne saison de ce gardien que je ne connaissais pas, que j'ai appris à connaître cette saison. Et vraiment, c'est une découverte pour nous. Donc on va voir cette saison de quoi il est fait. Des regrets pour Naples ou pour Com là, quand tu vois ce ralenti? Très bonne question. Très bonne question. Ouais, je dirais peut-être pour les deux. Pour les deux, franchement. Après, vu le début de saison de Com, aussi, je pense que c'est une équipe qui n'a pas peur d'aller jouer face aux grands. Et après, qui a battu la Juve, on le rappelle. Qui a battu la Juve, c'est pour ça. Ils ont des ambitions aussi. Mais après, c'est compliqué aussi d'être régulier sur toute une saison et de gagner face aux grands. En tout cas, Naples, leader, a été stoppé après 2 victoires de suite contre Lecce et l'Inter. Milinkovic-Savic, élu homme du match. Messieurs, d'accord, pas d'accord? On est quand même sur un gardien qui a arrêté 2 pénaltys en une semaine. Et qui en provoque aussi. Et qui en provoque aussi. Le problème. D'où la question, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Vu la physionomie du match, à ce moment-là, si Com met le pénalty, je pense que Com peut faire un... Donc je pense qu'il a été le grand artiste dans ce match-là, parce que Com aurait mérité la victoire selon moi sur ce match-là. Et donc a été lui, il était le sauveur de Naples pour ce match-là. Ouais. C'est le MVP? Oh, oui. Ah, il sauve ce but, même si c'est lui qui concède ce penalty. Mais il répare sa faute quelque part. Ah, ouais, il arrête 2 pénaltys. Ça, c'est face à Camarda contre Lecce. Celui-là, il le sent encore mieux. Ça, c'est quand même dingue. C'est rare de voir un gardien stopper en 4 jours 2 pénaux. Ouais. Sachant que c'est le gardien numéro 2. Meret est blessé, même s'il y avait une petite alternance. Commence à s'installer tranquillement dans la cage. Mais il y a quand même de plus en plus de pénaltys loupés ou arrêtés, on va dire, par rapport depuis le début de saison. Ouais, il y en a beaucoup. Hein. En Italie, beaucoup. Des dignes concurrents de Mike Maignan. Il y a une équipe qui était attendue ce week-end, c'est la Juve qui a viré Igor Tudor, qui a remplacé le coach par Spalletti. Premier match réussi donc pour le nouvel entraîneur, avec des choix forts, une compo remaniée. Adrien, on regarde ça ensemble? Ouais, parce que je dois commenter ce match. Quand j'ai vu la composition d'équipe, je me suis dit, bon, Coupe Miners en défense centrale, pourquoi pas. McKennie, attaquant droit. Il y a aussi le fait d'inverser les 2 latéraux, avec Cambiasso qui va jouer à droite, Kostic qui a plutôt un rôle offensif, qui jouait en piston gauche. Visiblement, ça a bien marché. Bravo à lui. Heureusement que je ne suis pas entraîneur. On regarde le grand format et heureusement pour nous, tes commentateurs, c'est toi qui l'as commenté. C'est un jour important, c'est un match important que celui qui attend la Juventus parce que c'est le premier de l'ère Luciano Spalletti, le nouvel entraîneur de la Juventus Turin, venu remplacer Igor Tudor, venu au secours au sommet de la vieille dame qui souffre cette saison en championnat, des débuts qu'il ne faut pas louper face à Jamie Vardy. Cambiasso avec McKennie, ouais, le bon ballon de McKennie, la petite remise et derrière, voilà comment magnifiquement
débutait l'ère Spalletti. Le choix de l'entraîneur italien, Philippe Kostic, buteur d'entrée dans la partie. Lui reste impassible évidemment, mais ça doit bouillonner à l'intérieur. Parce que cela fait 2 minutes qu'il entraîne la Juventus officiellement. Et déjà, son équipe est devant. Oh oui, oh oui, oh oui, le déplacement de Dusan Vlahovic. Ça c'est plaisant comme déplacement. Ça met à l'envers tout le monde et derrière il arrive à frapper. La défense s'est fait complètement avoir. Le dernier rempart s'appelle Odero pour empêcher le Serbe de marquer. Mais quel déplacement, quel mouvement. Utiliser son corps pour feinter tout le monde et derrière frapper au but. On sait qu'il est capable de marquer des buts, hein, Jonathan David. On l'a vu en Ligue 1 sur DAZN la saison passée. Mais là on est sur une malédiction de confiance terrible. Andrea Cambiasso. Ouais, ballon à l'entrée de la surface de réparation pour aller chercher Locatelli. Ça heurte le poteau. Ça avait été effleuré par Odero. Bien joué de la part du capitaine de la Juve. Et bien sorti également par l'international indonésien. Que l'on retrouve le lundi sur Super Monday. D'ailleurs, il y aura encore un beau Super Monday. On reviendra sur les premiers pas de Spalletti. Attention à Vlahovic. Attention à Vlahovic. Vlahovic, la remise de Vlahovic pour aller chercher Loïs Openda. Loïs Openda, la frappe de Loïs Openda, elle va passer à côté. C'est Sao. Avec Kalulu. Qui est mieux hein, quand il est positionné comme ça. Kalulu n'est pas piston droit. Attention à ce ballon qui a cette fois laissé filer. Finalement, l'essai est enfin transformé. Cette équipe de la Juventus Turin plie la rencontre. Andrea Cambiasso, shoot de rage dans les panneaux publicitaires. Ah, il en a fallu des occasions pour marquer ce deuxième but. Mais oui, la Juve, version Spalletti, est bien lancée. Ah, Luciano Spalletti, pas un geste de contentement. La froideur. Jean-Mario, le centre de Conceição, Dusan Vlahovic n'a pas réussi à disputer ce ballon de la tête. Et derrière c'est Jamie Vardy par contre en revanche qui va en disputer un, pas de faute signalée. Jamie Vardy, le face-à-face pour le Britannique. Oh quel but marqué par Jamie Vardy. L'expérience d'un homme qui réveille un club. Jamie Vardy, 38 ans, buteur face à la Juve. Il est là le Britannique. Dans son duel avec le défenseur. Oh, il y a peut-être un petit quelque chose, il y a un accrochage, mais c'est Jamie Vardy. C'est un vrai buteur. Eh bien, Luciano Spalletti aura réussi ses premiers pas avec la Juventus, une victoire de buts à 1. Ils n'ont même pas eu le temps d'avoir peur. Les Bianconeri, Luciano Spalletti a réussi ses débuts. Un succès sur la pelouse de la Cremonese. Alors déjà, la Juve regagne. Ça c'est quelque chose. Deuxième succès d'affilée, elle retrouve le top 6. Est-ce que le changement d'entraîneur y est pour quelque chose? Ça insuffle en général une nouvelle énergie dans une équipe? Oui, généralement, quand il y a du changement, forcément, ça influe sur les joueurs parce qu'il y a du changement et ça fait du bien. Maintenant, c'est sûr que sur le match de la Juve, j'ai vu une Juve beaucoup plus tueur, j'ai vu beaucoup plus de verticalité. Donc forcément, il y a plus d'occasions. Et donc c'était intéressant pour la Juve parce qu'ils se sont créés pas mal d'occasions. On a vu Vlahovic aussi beaucoup plus en confiance, qui a fait un très bon match. Et donc sur ce match-là, non, la Juve a fait vraiment bonne impression et je pense que c'est positif pour la suite. Adrien, on peut dire que les choix de Spalletti ont été forts et ils ont été payants dans le 11 de départ. Notamment le rôle des latéraux avec Kostic. Il aurait pu continuer à mettre Cambiasso à gauche. Il a mis Cambiasso à droite. Kostic, au bout de 2 minutes de jeu, qui marque. Cambiasso, qui lui a été positionné à droite, qui va marquer le deuxième but. Non, franchement, pour le coup, les choix de Spalletti sont bons. Ça marque aussi un vestiaire, ça. Quand un entraîneur arrive, ça gagne direct. Et en plus, les choix sont réussis. Ouais, non, bien sûr, tous les feux sont ouverts après cette victoire. Il y a aussi le remplacement de Koopmeiners qui a été très bon derrière aussi. Donc à voir si maintenant c'est à la Juve de confirmer. Mais en tout cas, c'est sûr que gagner comme ça à la Cremonese avec le changement d'entraîneur, ça va apporter quand même pas mal de confiance.
Et surtout que la Juve a quand même de la qualité et a de quoi faire avec son équipe. Donc ça va être intéressant de voir le prochain match de la Juve. Sam, quand tu avais un nouvel entraîneur qui arrive dans le vestiaire, on est comment? On a tendance à faire un peu plus sur le match ou pas? Ah oui, c'est sûr. Là, tu sais que tu vas te donner à 2000% parce qu'on sait que les cartes sont redistribuées. Donc, on est obligé un peu de faire un peu plus pour montrer à l'entraîneur qu'on a envie de jouer. Et on sait que quand un entraîneur vient, c'est qu'il y a du changement. Donc, changement soit des joueurs titulaires, soit des joueurs au niveau du positionnement. C'est ce qui s'est passé avec la Juve. Et les joueurs, au final, ont répondu présent et positivement à ces changements-là. Après, dire que ça va continuer comme ça, on ne peut pas le savoir. Mais on sait que la Juve, en tout cas, avait besoin de changements, a besoin de points et a besoin aussi d'être régulier pour pouvoir prétendre à être parmi les meilleures équipes d'Italie. Après, on peut se demander une question aussi, c'est qu'on disait que Vlahovic ne jouait pas titulaire parce qu'il était en fin de contrat, qu'il allait sûrement partir, etc. Ouais. Et au final, on a vu que Spalletti est arrivé, il l'a mis titulaire tout de suite. Je pense que Spalletti, tu ne lui parles pas tout le temps. Voilà. Non, mais Jérémy, tu l'as connu, toi, Spalletti. C'est quel type de coach? Ah non, c'est un coach rugueux, il est assez, comment dire, quand il demande quelque chose, il faut le faire. Il est assez dur avec nous, mais avec lui-même aussi. Donc, mais après, c'est quelqu'un qui fait bien jouer ses équipes, qui aime le beau jeu, qui fait progresser ses joueurs aussi. Donc non, je pense que c'est un bon choix pour la Juve. Fort caractère. Très fort caractère. Il fait peur un peu, hein. Ah, disons qu'il ne se laisse pas marcher dessus. Hein. Les joueurs, il est capable de faire tête-à-tête avec les joueurs normaux. T'as déjà fait un tête-à-tête? Non, moi non, mais je l'ai vu faire tête-à-tête avec Donny, le gardien brésilien. Ah ouais. Ouais. Qui a gagné? Non, après, c'est pareil. C'est quand même un ancien grand rival de la Juve avec Naples. Vous n'êtes pas surpris qu'il revienne sur le banc de ce club-là? Il a même un tatouage. Bah oui, le tatouage du troisième Scudetto de Naples qu'il avait fait justement pour célébrer le titre. Il avait dit qu'il ne rejouerait plus jamais ou qu'il n'entraînerait plus jamais un club qui serait un concurrent de Naples en Italie. Et finalement, il va chez un ennemi. Il va être mal reçu pour le prochain Naples. Oui, Jérémy a une petite info supplémentaire. C'est vrai que j'ai écouté sa conf de presse hier ou avant-hier avant le match. Et il disait qu'il avait dit qu'il n'entraînait plus une autre équipe, mais la même année où il avait quitté le Napoli. Oui, après il s'arrange un petit peu. Ouais. Ah, on connaît, hein. Non, mais après, c'est un entraîneur, il a quel âge? Il ne va pas arrêter de travailler. Bah ouais. Non, mais il y a d'autres championnats aussi. Mais après, on sait qu'en Italie, ça tourne beaucoup. La plupart des entraîneurs, ils passent de club en club. C'est comme les joueurs, même en Italie, il n'y a aucun problème de passer du Milan à la Juve, de la Juve à la Roma. Ouais. Et c'est comme ça en Italie. Donc, on valide le tatouage ou pas? Il est bien fait le tatouage. Il est pas mal, hein? Il est pas mal. Non, il est pas mal. Il est pas mal. Ok, vous me donnerez pas l'adresse du tatouage. Gagner avec Napoli, c'est quand même extraordinaire. C'est immense. On va s'intéresser à l'Atalanta maintenant, puisque je vous le disais dans le sommaire, c'est le prochain adversaire de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Le bilan n'est pas bon depuis le début de saison. Défaite d'ailleurs samedi contre l'Udinese. Le récap est signé Matteo Tirano. Comment tourner la page quand on vient d'écrire le plus beau chapitre de son histoire? Comment dire au revoir au maître Gianpiero Gasperini? L'homme qui en 9 ans a placé Bergame sur la carte de l'Europe, tout simplement en donnant sa chance à l'élève Ivan Juric. Leur rencontre remonte aux années 2000. Le Croate est d'abord joueur sous les ordres de l'Italien à Crotone et au Genoa. Ensuite, il devient son adjoint à Palerme, puis à l'Inter, avant d'être son adversaire en Serie A avec Vérone et le Torino. Sinceramente non mi pesa, secondo me è meglio venire in un ambiente abituato a lavorare bene, sicuramente questo è un ambiente così. Ci siamo incrociati stamattina, ha detto che non vuole influenzarmi troppo, per cui... Du mouvement sur le banc, mais aussi dans l'effectif, Matteo Retegui, meilleur buteur de la saison dernière, file en Arabie Saoudite. Forza Atalanta. Le numéro 9 de Lecce, Nikola Krstovic le remplace. Arrivé également de l'ancien Rennais, Kamaldine Souleymana pour succéder à Ademola Lookman. Car oui, la star de Bergame aurait dû quitter le club cet été. Ademola da qualche tempo che manifesta il suo desiderio di poter andare via dall'Atalanta. Nonostante tanti interessamenti, se non fino a ieri in cui ufficialmente è arrivata una proposta da parte dell'Inter.
Grosse déception pour lui. Finalement, pas de transfert, pas de pré-saison non plus. Mais même sans préparation estivale, Lookman reste une arme fatale. Et derrière, il y a un homme qui est inarrêtable, le ballon d'or africain, Ademola Lookman. Une copie tactique similaire, mais un bulletin loin d'être aussi bon que l'année dernière. Alors oui, la défense a encaissé 6 buts de moins, mais devant, c'est la panne sèche. L'Atalanta marque 2 fois moins de buts. Ajoutez à ça seulement 2 victoires en Serie A. Il s'agit du pire départ du club depuis 7 ans, bien loin des places européennes. L'invincibilité en Serie A était la seule note positive du début de saison, jusqu'à ce week-end et la révolte d'un ex enragé. Nicolo Zaniolo pour son 3e but cette saison. 0 tir cadré face à l'Udinese, un Marco Carnesecchi en pompier de service, 6e match de suite sans victoire en Serie A. Per prima volta no, dove ho visto una brutta Atalanta, cioè da quando alleno. Spero che sia stato solo un caso e che si riparta subito da Marsiglia di quello che sono state prestazioni di prima. Pas sûr qu'évoquer le passé soit une bonne idée avant de retrouver Roberto De Zerbi. Ivan Juric l'a déjà affronté 4 fois en Serie A. Résultat, aucune victoire pour le coach de Bergame. Mercredi, l'OM semble favori face à une Atalanta en chute libre, à moins que la DA ne décide enfin de retomber sur ses pattes. On va essayer de voir ensemble les failles de cette équipe, les failles à exploiter par l'Olympique de Marseille, à noter notamment la défense. Oui, c'est Nico Barcan, notre palettiste, qui a taffé un petit peu pour le staff de l'OM et qui nous a montré justement les points faibles de cette formation de l'Atalanta, notamment le dernier match disputé face à l'Udinese. On voit qu'ils ont cette capacité à se projeter à beaucoup. On va voir en haut Zappacosta, le piston qui va monter. Mais le problème, c'est qu'à la perte de balle, ils ne se replient pas vraiment, Jérém, ou alors ils mettent du temps à se replier. Ouais, ce qui faisait la force de l'Atalanta l'année dernière et les années précédentes, sont un peu leurs faiblesses de cette année. C'est-à-dire il y a moins d'agressivité, il y a moins d'agressivité sur le porteur, c'est moins... Et on voit qu'il n'y a plus de pressing individuel, il n'y a plus de pressing individuel. Ils sont libres les joueurs. Et ils sont libres. Et du coup, ça laisse Zaniolo tout seul dans la surface, alors que l'Atalanta, on était habitué à avoir des marquages individuels très forts sur l'adversaire. Et cette année, c'est un peu moins ça. Et du coup, quand l'Atalanta a moins ça, avec leurs absences, forcément, c'est une équipe qui devient moyenne. Et forcément, les résultats s'y ressentent. Un autre aspect typique du jeu de l'Atalanta, c'est les prises de risques. Ça, c'est assez fréquent de la part de l'Atalanta, notamment dans la construction avec le ballon. On voit qu'ils prennent des risques. Et du coup, parfois, malheureusement, ces risques-là, ils font mal à cette équipe lorsqu'ils perdent le ballon, notamment face à Com. Ouais, on voit que c'est plus ou moins travaillé. Mais je pense que quand on travaille ce genre de situation, surtout dans ces zones-là, on sait que on ne peut pas se permettre de faire des erreurs comme eux, ils les font. Et ces erreurs-là, ils vont les payer cash, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Et ça fait que cette équipe, elle est un peu... ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils font. Ils essaient de ressortir, mais ils perdent le ballon. Ce n'est pas forcément une équipe sereine. Et pour moi, je pense qu'ils devraient repartir un peu sur des bases un peu plus simples. Quand ça ne marche pas, à certains moments, il faut un peu revenir sur ce qu'on avait préparé. Et je pense que l'Atalanta a un peu du mal défensivement sur les ressorties de balles. J'espère que les Marseillais sont attentifs. Du coup, il faudra presser comme il avait bien fait face à l'Ajax. On va revoir une dernière séquence. Merci à Nico Barcan qui a bien travaillé pour nous aujourd'hui. Avec notamment, regardez, à la 12e minute, ils mènent un but à 0. Ils sont devant. Et pourtant, encore une fois, ils continuent à être très hauts sur le terrain. C'est toujours dans cette optique de la prise de risque un petit peu de cette équipe qui n'hésite pas à monter à beaucoup sur le terrain. Mais sauf que, encore une fois, quand on mène un 0 comme ça, est-ce que c'est utile d'être autant devant? Après, c'était dans l'ADN de Gasperini et Lulic est l'élève de Gasperini. Donc forcément, tu gagnes un 0. Après, c'est pas forcément... moi, je trouve que c'est pas parce que tu gagnes un 0 que tu n'as plus le droit de jouer haut. Après, justement, c'est la perte de balle, il faut avoir des précautions, il faut juste se replacer et parler. Mais c'est pas parce que tu gagnes un 0 que tu n'as plus le droit de jouer haut. Pour moi, non, c'est pas vrai. Est-ce que vous pensez que l'OM est favori? Oui, totalement. Déjà vu les résultats de l'Atalanta dernièrement, et on sait que l'OM est capable de faire de grandes choses avec leur effectif aussi, qui est beaucoup plus étoffé que celui de l'Atalanta.
Donc je pense que l'OM est totalement favori. Après, sur un match de Ligue des Champions, on a pu le voir aussi qu'à certains moments, même les favoris ne gagnent pas. Donc c'est à Marseille de rester solide et aussi de pouvoir marquer des buts et être fort offensivement comme ils le font. C'est le foot, c'est comme ça, c'est imprévisible. On regarde les autres résultats avec la Fiorentina qui n'y arrive toujours pas. Défaite contre Lecce. L'ancien entraîneur de l'AC Milan, Stefano Pioli, n'a pas encore gagné. Alors, c'est peut-être dit, je joue à domicile face au 16e, ça va être l'occasion de gagner. Bah, patatras, ils ont encore perdu contre Lecce. Donc, à domicile, on voit le seul but du match inscrit à la 16e minute. C'est sur un centre de Morente, c'est Berisha qui est à la réception. Deuxième but en 2 matchs pour Medon Berisha, qui n'avait jamais marqué en professionnel avant cette semaine et qui en a mis 2. Coup sur coup, la Fiorentina qui va se procurer des occasions en fin de match, notamment Moïse Kean, malheureusement un petit peu seul, Jérém, dans cette équipe. Moïse Kean, c'est le problème offensif, encore une fois. Il est là, oui, mais il est trop seul dans cette formation. Ouais, bah, il y avait Edin Dzeko qui avait commencé aussi le match, mais qui a été remplacé. Mais c'est vrai qu'il y a que Moïse Kean qui essaye de se battre, qui se procure des occasions. Puis malheureusement, bah, quand tout va mal, il n'y a rien qui rentre. Donc il y a des moments comme ça dans le foot. Maintenant, ça va de s'accrocher et pour essayer de repartir. Parce que sur le papier, il y a quand même des joueurs intéressants. Malheureusement, des fois, dans le foot, quand ça va pas, ça va pas. On a vu les sifflets. Il est 20h16. Pour l'instant, Stefano Pioli n'est pas encore renvoyé. Peut-être que ce sera autrement à la fin de l'émission. On surveille, on continue avec Pise qui s'est sabordé face au Torino. Le promu qui n'a toujours pas gagné non plus en Serie A. On s'amuse un petit peu avec ce compteur de matchs et de jours sans victoire en Serie A pour Pise. Et pourtant, là encore, il menait 2-0 cette formation de Pise avec la reprise de volée de Stefano Moreo. 32 ans, premier but en Serie A. Il n'y a pas d'âge pour célébrer un premier but en Serie A, Sam. Non, il n'y a pas d'âge. En plus, ils ont des difficultés en ce moment. Ils le savent très bien. Donc, de bien débuter comme ça un match, il n'y a rien de mieux. Et Moreo, il va en marquer un deuxième. Premier, puis deuxième but en Serie A à la 29e sur penalty. On se dit, ça y est, ils sont lancés, ils vont enfin gagner après 12 593 jours sans victoire en Serie A. Sauf que non, Giovanni Simeone va d'abord marquer ce but à la 42e minute pour le Torino. On est juste avant la mi-temps, on se dit, mince, juste avant la mi-temps, ils ont encaissé un but qui va leur faire mal. Sauf que, regardez, on n'est même pas rentré au vestiaire. 48e minute, 45 plus 3. Et encore un but marqué par le Torino, c'est l'Écossais Che Adams qui va allumer la cage. 2-2. Alors le Torino ne perd plus, Pise non plus ne perd plus. 4 matchs sans défaite pour les hommes d'Alberto Gilardino, sauf qu'ils n'ont toujours pas gagné en Serie A. Mais à la différence de Stefano Pioli, on sent qu'il y a du mieux quand même pour cette équipe de Pise. Et on termine par la très bonne opération de Bologne. Il pleuvait des cordes du côté de Parme, une pluie diluvienne qui malheureusement a fait souffrir cette équipe de Bologne. Alors Parme qui a marqué très vite dans la partie. Regardez le compteur là-haut, en haut à gauche. 12 secondes de jeu, c'est vraiment juste après le coup d'envoi, le but d'Adrian Bernabé. 1-0 pour Parme, ils sont peut-être bien lancés face à une équipe de Bologne qui est là pour jouer le top 5, sauf que Santi Castro, qui est un joueur très chaud en ce moment, côté de cette équipe bolognaise qui va bien à la réception de ce centre d'Orsolini. Ordonez va prendre un carton rouge en première période et du coup forcément à 10 contre 11 cette équipe bolognaise va réussir à marquer sur du water polo un petit peu. Sam, quand c'est un peu comme ça des cordes, on voit les deux buts marqués par Castro, encore une fois un doublé, et Miranda, mais compliqué de jouer dans ces conditions. Ouais, c'est pas simple, avec énormément de pluie, les appuis, on sait que c'est pas facile, mais pour les deux équipes c'est la même chose et il faut s'adapter. Quand il fait beau, tout le monde est content. Quand il pleut des cordes comme ça, il faut s'adapter, c'est vrai. Maintenant qu'on a fait le tour en images, voyons les notes des Français dans la Gazzetta des Francesi avec Sacha Zielinski. Je vais y arriver. La statistique est surprenante. Mike Maignan, le spécialiste, a arrêté son premier pénalty à San Siro depuis son arrivée à Milan en 2021. Le capitaine aura échoué 11 fois avant de s'interposer. Une parade précieuse face à Dybala qui offre la victoire aux Milanais. Ça valait bien un 8 dans la Gazzetta. C'est pas vraiment la même copie pour son coéquipier Youssouf Fofana. Le milieu a souffert contre El Ainaoui et n'a touché que 28 ballons dont ce tir non cadré. Dans les dernières minutes, sa main offre un pénalty à la Roma sans conséquence, ce qui lui permet sûrement d'obtenir la moyenne dans la presse italienne. C'est le Français qui monte en Serie A. Arthur Atta rayonne dans l'entrejeu de l'Udinese, près de 90% de passes réussies face à l'Atalanta.
L'ancien Messin multipliait les gestes de grande classe et a aussi tenté sa chance. Un set dans la Gazzetta qui résume son match avec cette formule simple et efficace. Il a plus de classe que les autres. Des milieux français à l'aise en Serie A, il y en a aussi à Com. Maxence Cacré défiait le champion napolitain. 56 ballons touchés pour l'ancien Lyonnais, auteur du premier tir cadré de la rencontre. Précieux dans la récupération, le numéro 6 est auteur d'une prestation solide et récompensé par un 6,5 dans la presse. À Naples, Com a enchaîné un 8e match sans défaite et c'est aussi grâce à son gardien. McTominay et ses coéquipiers n'ont pas trouvé la solution face à Jean Buté. 5 arrêts pour le portier qui permet à la deuxième meilleure défense du championnat d'enchaîner un deuxième clean sheet à l'extérieur. Cesc Fabregas peut donc remercier ses Français déterminants dans la série d'invincibilité qui dure depuis début septembre. Adrien, le top 10, ça donne quoi? On a sélectionné les meilleures notes des Français dans cette Gazzetta, évidemment, hormis ceux que vous avez déjà vus. On a retenu notamment la note de Solé, qui continue d'être bon avec Udinese, celle d'Acuna également, on rappelle, capitaine de cette formation de Com, ou Kalulu également, puisqu'il est positionné dans son vrai poste. C'est un bon choix de Spalletti. Regardons le classement de la Serie A après cette 10e journée de championnat. Le Napoli reste leader. L'Inter suit de très près derrière, pareil pour Milan et la Roma. Bologne ferme le top 5 devant la Juve qui reprend des couleurs. Tout en bas, c'est le Genoa qui est lanterne rouge derrière la Fiorentina. On passe à l'Eredivisie, la crème du championnat néerlandais. Large victoire du Feyenoord et du PSV ce week-end. L'Ajax, par contre, a été accroché. On regarde ce qu'il s'est passé avec Lucas Vola. Une semaine après avoir subi son premier revers en championnat contre le PSV Eindhoven, son concurrent au titre, le Feyenoord Rotterdam reçoit un promu, le FC Volendam, qui n'a toujours pas gagné à l'extérieur et n'a pris que 2 points en 5 déplacements. Objectif pour les hommes de Robin van Persie, gagner, se rassurer et reprendre la tête de l'Eredivisie. Quinten Timber qui va aller décaler la petite passe et de l'autre côté le centre est bon et là cette fois-ci ça va faire mouche pour Ayace Ueda, le meilleur buteur du Feyenoord, concrétise surtout une supériorité du Feyenoord face au promu de Volendam. 1-0. Et encore une vague avec Ueda côté gauche, qui essaie de prendre sa chance. Le deuxième ballon pour Semstein, le capitaine en retrait, qui vient couper la trajectoire, qui vient frapper et breaker l'adversaire du soir, le FC Volendam, qui est mené 2-0 désormais au bout de 25 minutes de jeu. Feyenoord déroule dans ce début de match. C'est Small qui est sorti et qui a cédé sa place à Lotomba. Petit rappel justement du changement effectué un petit peu plus tôt. Oh, attention à ce ballon qui traînait. Le centre était magnifique. Et qui pour en profiter? Henke Verman. Centre-tir magnifique effectué par Oilers pour relancer les hostilités, relancer le suspense surtout à De Kuip. Attention à ce coup franc. Oh, il est parfaitement repris de la tête. Ayace Ueda, on se le disait depuis un certain moment. Et cette fois-ci, il a confirmé. Troisième doublé qui donne un avantage définitif au Feyenoord Rotterdam. Le Feyenoord confirme et l'emporte de nouveau et lance peut-être une nouvelle série en Eredivisie une semaine après sa défaite contre le PSV et reprend la tête tout en restant à égalité de points avec le PSV. PSV Eindhoven peut prendre le trône des Pays-Bas ce soir en cas de succès face au Fortuna Sittard. Vous êtes bien sur DAZN pour la 11e journée d'Eredivisie. PSV Eindhoven, Fortuna Sittard à suivre. Pas mal d'espace, ça va vite, ça c'est bien joué, encore une fois ce débordement, la possibilité avec la tête de Saibari, la troisième et la bonne pour le Marocain, 2 frappes au-dessus, mais de la tête c'est cadré et de la tête c'est dedans. Le PSV concrétise sa domination et mène après 16 minutes de jeu 1-0 avec Dennis Mann. Ballon en retrait. Oh, il est bon ce ballon, il est excellent pour Saibari dans un angle fermé, le doublé! Le doublé pour le Marocain. La défense a été prise à contre-pied. Saibari
de la tête ou du droit, peu importe, il a réglé la mire, 2-0. Et ça c'est encore une fois un bon ballon, encore un alignement approximatif de la défense. Dennisman sur le côté droit, le petit crochet de Dennisman, double crochet. Le festival porte un nom, celui de Dennisman. Crochet intérieur, frappe extérieure du pied, ça fait 3-0, techniquement c'est propre, techniquement c'est maîtrisé. Oh, attention à cette relance encore, hein. Ils sont en train de prendre des risques les joueurs du PSV, un peu inutilement avec Iataren. Le ballon sur le côté droit possible, ça c'est bien fait pour aller retrouver une position de centre et c'est dedans. L'erreur de relance, l'erreur de main qui profite à Justin Lundvik. Le Fortuna Sittard revient dans le match, mais surtout le PSV s'est déconcentré. La tentative en retrait. Oh, ils sont gênés. Caiceres était là pour reprendre, ça a été contré par son coéquipier et c'est parti de l'autre côté, ça peut aller au bout. 2 contre 0, le décalage de Ricardo Pepi, peut-être il va jouer tout ça. Ricardo Pepi pour clore le festival du PSV. Ils se sont fait peur, ils auraient pu être rejoints à 3-2 sur l'action précédente. Ça c'est bien joué avec Caiceres, entrée de la surface, la tentative. Oh là là, le pétard envoyé par l'ancien joueur du Stade de Reims. Il est venu amener de la lumière. On écarte sur le côté droit avec Verman. La reprise, elle est magnifique. Après un centre tout aussi magnifique de Verman, qu'il marque enfin ce soir 5-2. Manita pour le PSV face au Fortuna Sittard. Le PSV ce soir est leader. Retrouver le goût des 3 points à domicile pour ne pas laisser définitivement filer PSV et Feyenoord. Voici l'objectif, la mission aujourd'hui de l'Ajax Amsterdam qui reçoit le SC RNV. Sauf si des ballons sont récupérés comme ça, plein axe. Là ça peut profiter. Taylor, l'appui à droite avec Raoul Moreau. Intérieur du jeu quand tu nous tiens. Mais Mikarot, lui, peut tenter et marquer. Enfin, un peu de courage offensif. Et cette frappe en pivot vient offrir un peu de sourire à la Johan Cruyff Arena dans 38 premières minutes. Et c'est à 11 contre 10 que Heerenveen peut repartir sur cette séquence offensive. Et avec Willemsen pour frapper de loin. Passy repousse dans les pieds directement de Selk. Le grand classique Ayacine se reproduit aujourd'hui. Une équipe incapable de gérer un avantage, y compris face au 11e du championnat. Et encore une fois les sifflets, encore une fois une bronca pour accompagner Wout Weghorst et Oscar Gloor. Et il se retrouve désormais à 8 points de PSV, de Feyenoord aussi. Au classement, Feyenoord reste leader à égalité de points avec le PSV Eindhoven. L'Ajax rate une occasion de recoller au top 3. Elle est toujours 4e derrière Alkmaar. Un mot de Saudi Pro League. Là aussi, 3 équipes ont rythmé le week-end de championnat. Al Hilal, Al Nasser, Al Ahly. Voici le résumé, signé Max en haut. Septième journée de Saudi Pro League. Al Ahly et ses stars doivent s'imposer pour rester dans le wagon de tête face à une formation d'Al Riyad qui, elle, veut prendre un peu plus d'air encore au-dessus de la zone de relégation. Il faut relancer le rythme là après les interruptions de jeu. Voilà qui est peut-être fait avec le ballon dans la surface de réparation. Ça traîne. Tony une fois. Et penalty. Penalty parce qu'il y a une main indique Raneo Obrenovic. C'est le centre dévié du bras et à Ivan Toney à l'occasion de donner l'avantage à Al Ahly. Très peu d'élan et une réussite maximale pour Ivan Toney sur penalty. Ça fait 1-0 et ça suffit au bonheur d'Al Ahly. Et Borjan qui est venu centrer le ballon dans la boîte. Attention parce qu'il est complètement hors de sa zone. Heureusement le ballon est conservé par Yohan Barbet qui est dans les 25 mètres. La passe dans la profondeur de Yohan Barbet. Oh, le contact là et la faute sifflée contre Al Riyad. Oh, même si là Al Khaibari dégage directement dans le pied de Mamadou Sylla. Penalty. Edouard Mendy face à Tozé.
Tosé pour venir gâcher la fête, oui, ça passe. Edouard Mendy était parti pourtant du bon côté, mais le penalty bien frappé, transformé par Tosé qui réplique donc à Ivan Toney. Ça fait un partout entre Al-Ahly et Al-Riyad. Et la mauvaise affaire pour Al-Ahly qui reste invaincu mais qui enchaîne un 4e nul. La légende veut retrouver son trône. Al Hilal veut passer devant Al Nasser en tête du championnat saoudien. Ça passe par une victoire lors de ce derby de Riyad. Aujourd'hui, face à Al-Shabab. Ça peut venir ici parce qu'il y a un décalage trouvé avec Cano dans la surface de réparation. Évidemment, Marcos Leonardo, le Syriaque buteur brésilien, encore frappé pour la 6e fois en Saudi Pro League. Allez, première séquence intéressante de possession. Ce ballon qui a été intercepté par le meilleur défenseur de championnat, Kalidou Koulibaly. La montée du Sénégalais, il peut y aller jusqu'au bout. Il a la force, il a la puissance. Il lui a manqué le petit geste technique, Kalidou Koulibaly en dragster. La faute, ouais, il est un peu trop loin sur le pauvre Greux. Il est allé un peu trop loin. Puis avec sa puissance, il arrache tout. Ça fait très mal là, Marcelo Greux. On espère que ça va aller. Toujours très énervé, Simone Inzaghi, voilà. Toujours en furie. Kalidou Koulibaly expulsé. Sur une percée de plus de 80 mètres alors qu'il allait au bout pour finir l'action. Trop d'engagement pour l'international sénégalais. Là, c'est terminé. Après une prestation contrastée, Al Hilal qui conserve son invincibilité. 7 journées, 5 victoires de nul, aucune défaite et qui se rapproche d'Al Nasser. Objectif 7 sur 7 pour Al Nasser, le leader du championnat saoudien, qui a remporté jusqu'ici ses 6 premières journées. Et encore un appel dans le dos. Et pas de position de hors-jeu avec une nouvelle occasion. Et celle-ci termine au fond pour Al-Faya. La sensation après moins de 13 minutes. Il joue très haut sur le terrain. Aucune couverture. Et ici, l'appel est magnifique. Petit piqué ensuite pour tromper Al-Akili. Al-Ghanam. João Félix, la déviation. Coman avec Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo qu'on n'avait justement pas vu dans une position dangereuse jusqu'ici. Une occasion, un but. Et il remet son équipe à égalité. Al Nasser revient. Un partout. Wesley toujours. Wesley réussit à centrer. Le ballon qui reste dans la surface, tête de Villanueva. Al-Amri qui se tient la tête. Ouais, pas grand chose. Pas grand chose dans ce duel avec Villanueva. Oh, le penalty accordé à Al Nasser. On joue la 102e minute. Il a déjà marqué le premier but d'Al Nasser dans cette rencontre. Oh, Cristiano Ronaldo qui est venu fracasser la transversale d'Al-Faya au buzzer. Le Portugais va permettre à Al Nasser de remporter ce match. Il est à genoux, le capitaine, tout sourire. Les dieux étaient avec Al Nasser ce soir. Et le Portugais n'a pas tremblé pour faire basculer cette rencontre. Al Nasser, plus que jamais leader, 7e victoire en 7 journées. Allez, retour en Serie A, coup d'envoi de Lazio Cagliari dans un petit peu plus de 10 minutes maintenant. Hamza Ramani est déjà en place pour le commentaire. Salut Hamza, est-ce qu'on peut avoir les compos s'il te plaît? Oui, bien sûr. Bonsoir Virginie, bonsoir à toutes et à tous. On débute immédiatement avec le 11 de cette formation laziale. Un seul changement pour Maurizio Sarri. Manuel Lazzari fait son retour à la place de Luca Pellegrini. Pour le reste, c'est du classique avec évidemment la titularisation de Matteo Guendouzi au milieu de terrain et de Boulaïdia à la pointe de l'attaque. Du côté de Cagliari, 3 changements
pour Fabio Pissacan et l'entraîneur avec le retour de sa charnière centrale, Yerimina, Sebastiano Luperto qui font leur retour. Adam Aubert, l'international slovaque, est suspendu. L'autre changement dans le secteur offensif, Gianluca Gaetano fait son retour aux côtés de Borelli et Sebastiano Esposito. À noter la titularisation du français Michel Adopon. Merci Hamza, je te redonne la main dans pas très longtemps, dans quelques minutes à peine. Je rappelle à ceux qui nous regardent sur X, et vous êtes nombreux, qu'il vous faudra basculer sur DAZN pour avoir accès au match en clair. Accès gratuit pour tous. J-1 avant la Ligue des Champions. Rapidement, on va se faire plaisir, on va se faire nos pronos, c'est la Play-Zone. Alors j'ai choisi Juve Sporting. Pour moi, la Juve se relance. C'est plus de 2 buts marqués sur les 2 derniers matchs. Le Sporting, ça marque beaucoup aussi. Donc je dirais les 2 équipes marquent. Et la Juve poursuit sa série portée par Spalletti. Elle joue à domicile en plus. Donc victoire de la Juve. On est sur une cote à 3,25. Moi j'ai choisi Naples vainqueur avec un but d'Oilund tout simplement parce que ils affrontent Francfort. Il va y avoir des espaces un petit peu ouverts. Il sera là, le Danois, pour marquer. Non, ouais, c'est ma cote du jour. Ok.